accueillons Clément Domingo. Clément Domingo, dont je lis qu'il est hacker avec un papier et un crayon, limité à 3 gigaoctets d'internet par semaine. Alors Clément, j'ai le papier, j'ai le crayon. J'espère qu'on n'est pas limité à 3 gigaoctets de données par semaine ici au Hacking Lab. Mais je vais vous laisser faire votre présentation qui a pour thème un retour d'expérience et le partage sur l'analyse de différentes cyberattaques en Afrique et plus particulièrement dans le domaine bancaire. Messieurs, dames, je veux vous souhaiter une bonne conférence. 25 minutes d'intervention suivies de 5 minutes de questions-réponses. Et ensuite, eh bien, vous pourrez poursuivre les échanges avec Clément. Clément, c'est à vous. Bonne conférence à tous. Merci Benjamin. J'espère que vous avez compris la blague avec les 3 gigas d'internet là-dessus. Salut à tout le monde. On va parler de cyber. L'année dernière, j'avais fait un talk, mais j'ai eu beaucoup de retours. On m'a dit que c'était trop technique. Donc cette année, je vais essayer encore de faire que ce soit pas du tout technique, que tout le monde en puisse apprendre des choses en s'amusant. Et donc j'ai, comme vous le savez, parlé de cybersécurité en Afrique. Est-ce que c'est un mythe ou pas du tout? Assez content, pour ne pas dire très content, d'être avec vous. Comme les salam alek habituels, merci aux orgas du FIC. Vous de prendre quand même 25 minutes pour m'écouter, alors que vous pourriez faire autre chose. Désolé pour la presse non conventionnelle, certains me connaissent et vous ne serez pas du tout surpris. Et vu que moi j'ai pas de skills toujours dans les mêmes, je suis toujours éclaté avec les mêmes, donc j'aime beaucoup plus les figures de style, donc j'aurai énormément de figures de style, donc des lapalissades dans ma présentation. Donc les lapalissades, pour ceux qui ne savent pas, sont des vérités vraies. Et petit extrait d'une conversation que j'avais lue sur un forum un tout petit peu dark, où j'avais trouvé que cette réflexion n'était pas si mal que ça, qui disait que en soi il n'y a rien de bon ou de mal dans la connaissance, et la moralité se trouve dans l'application du savoir. Et je trouvais que ça pouvait éventuellement vraiment bien s'appliquer au domaine même du hacking et de la cyber de manière générale. Donc 27 minutes, il n'y a pas d'agenda, si ce n'est si vous êtes là depuis là, prenez votre souffle parce que ça va être encore très speed, comme d'hab, étirez-vous, remettez-vous bien, un peu comme au ciné. L'idée c'est que de proposer toujours une expérience immersive, et là ça va être un rétexte, donc sur une campagne, donc plusieurs campagnes exclusivement, et finalement j'ai eu le droit entre guillemets, parce que c'est un bien gros mot, de partager une partie un peu de ce qui s'est passé sur ces campagnes qui ont touché exactement le domaine bancaire. Et je dis un peu lol, je suis un peu cynique parce qu'aujourd'hui quand on parle un peu de cyber en Afrique, il y a vraiment beaucoup, ce qu'ils vont faire c'est un peu la loi de l'omerta, c'est qu'ils vont lever le tapis, ils vont mettre la poussière en dessous et ils vont vouloir parler de rien de tout cela. Donc comme je dis, beaucoup de figures de style. Si je dois me présenter, il y a une phrase, une citation que j'aime bien, qui est de Sir Abraham Lincoln, qui dit que si vous me donniez 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser mon tronc. Voilà, bon, une fois qu'on a dit tout ça, on va essayer un peu de faire un peu du contexte. Quand on parle de l'Afrique, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais une des choses à savoir, c'est qu'aujourd'hui, par rapport un peu au taux de pénétration d'Internet, il y en a de plus en plus, mais il n'est pas si ouf que ça, c'est quand même 18%. Mais c'est chaque année, les unes après les autres, de plus en plus grandissant. Il y a un autre point, c'est qu'il y a une grosse digitalisation, donc surtout dans les grosses capitales, aussi bien au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique subsaharienne, au niveau du Maghreb et au niveau aussi de l'Afrique australe. Autre chose aussi, c'est que il y a pas mal de ces systèmes-là qui ont été installés depuis des années. Sauf que beaucoup d'entre eux ne sont pas forcément maintenus, et ça son importance. Et le dernier point, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais en Afrique, aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de fintech. Donc les fintech, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, ça va être tous les moyens à disposition que vous allez avoir depuis votre téléphone pour faire tout ce dont vous avez besoin sur le côté financier. Et entre autres, aujourd'hui, un pays qui est vraiment devant, de très loin, c'est le Kenya. Et à Nairobi, là-bas, ils utilisent une application qui s'appelle M-Pesa. Et avec M-Pesa, même la mère de famille, même celle qui se trouve dans les villages, a ça, parce que ça permet de faire absolument tout. De payer quand vous allez être dans un parking, de payer un peu votre taxi, les courses, tout. Et quand on parle de tout ça aussi, c'est qu'il va vraiment y avoir une myriade de brokers. Donc les brokers, surtout dans la fintech, c'est qu'eux qui vont faire le parallèle, le lien entre les banques classiques et toutes ces applications-là qui vont être développées la plupart du temps soit par des opérateurs, soit par des banques ou même par des sociétés. Et aussi, c'est assez dingue, c'est parce qu'en fait il y a aussi beaucoup de jeunes, aussi bien des jeunes pousses, mais aussi des personnes qui se lancent dans tout ça. Et petit clin d'œil à moi, tu ne me parles pas d'âge, certains auront reconnu. Et la dernière petite chose, c'est que vous allez avoir de plus en plus de web applications et des apps. Donc en 2021, il se passe ce qu'on connaît dans le monde, et en Afrique ça a encore été pire.
Donc là, il y a eu une accélération vraiment des interconnexions avec la diaspora. Donc la diaspora, toute la partie qui se trouve dans le monde et le côté Afrique sur les flux, parce qu'il y a eu un ralentissement de l'activité, entre autres de l'activité touristique. Donc ils ont dû un peu compenser ça par d'autres choses. Et donc il y a certains threat actors, dont 2 qui sont inconnus vraiment dans toute la palette lorsqu'on parle un peu vraiment de threat actors, qui ont commencé, je ne sais pas pour quelle raison, à cibler des institutions bancaires. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On verra ça plus tard. Et donc, il y a eu un exemple de compromission spécifique, donc fin 2022, début 2023, avec un vecteur initial où on part, là, par contre, aucune nouveauté, on part d'un document Word et d'une macro VBA. Ce qui était intéressant derrière, c'est qu'on avait vraiment une facture presque classique, à la différence près que cette facture-là, vu que c'était destiné à certaines, forcément des opérateurs qui font des opérations journalièrement, on leur demandait de signer la facture. Sauf que lorsqu'ils signaient la facture, vous aviez juste derrière le dropper avec l'exécution du malware qui se faisait. Le launcher et le dropper, autant pour moi. Et donc, il y avait le dropper et le loader qui étaient, eux, depuis un C2. Une fois exécuté, vous aviez là un script VBS et derrière du PowerShell qui venait insister pour faire toute la partie persistante. Ce qui était assez intéressant et d'ailleurs fait rare et notable, contrairement à pas mal de campagnes que l'on peut voir, pour ceux qui font un peu de la CTI, ceux qui font un peu de la réponse incident, là vous avez un peu vraiment ce qu'on appelle le full implant qui était vraiment en PowerShell. Et ça c'est assez rare pour le noter. D'ailleurs demain pour tous les termes un peu spécifiques et techniques, je vais faire une autre petite presse autour de ce qui est dropper, launcher, log, IAB et tout ça. Et donc là si on fait une petite exploration de quelques méthodes et mécanismes, vous avez un peu quelques commandes de base, tout ce qui va être WAMI, net, time, TZ, TZ utile et très certes, pour les 2 dernières commandes, est-ce que certains ont des idées pourquoi ils lançaient ces commandes-là? Donc ça veut dire que là, vous arrivez sur le réseau, et les premières commandes que vous lancez, donc c'est du WAMI, mais surtout les 2 dernières. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je peux lancer ces 2 dernières commandes? Est-ce que quelqu'un a une idée ou pas? Non? Vous ne voyez pas du tout? Peut-être devant. Ah si, ah oui, je t'avais pas vu. TZ utile, c'est pour voir la time zone, c'est ça? Et Ouais, du coup, pour savoir quel pays on cible, à quel endroit on se trouve, pour faire de l'ingénierie sociale et voir ce genre de choses. C'est exactement ça, c'est quoi ton prénom? Achille. Achille, merci Achille. Achille a une partie de la réponse, mais c'est encore beaucoup plus intéressant que ça. Si on se dit que derrière, je ne vais pas encore spoiler, mais on a vraiment en face parfois des groupes qui ne sont pas en effet sur la même time zone, de savoir sur quelle time zone on est, ça permet eux-mêmes, au niveau de leurs différents scripts et outils qu'ils écrivent, de bien se synchro. On avait ensuite vraiment de l'énumération de comptes avec des outils assez classiques, vraiment du Blueland, du Pincastle, du Net Discovery. Après, toute la partie exfiltration des données se faisait un peu par des C2. Donc ça, j'y reviendrai de manière un peu plus spécifique. Une des spécificités sur ces différentes campagnes-là, d'ailleurs que moi j'ai trouvé sincèrement très 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 malin, c'est qu'on avait un peu l'utilisation de Auto Hotkey. AHT. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous AHT? À qui ça parle Auto Hotkey? Ok. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Auto Hotkey, je vais vous montrer juste après l'exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé cet outil-là pour le détourner et en faire un keylogger, donc pour récupérer toutes les frappes sur les différents postes infectés. Et le keylogger, donc là de Auto Hotkey, vous avez donc un point .exe et ensuite derrière un HTA avec le script qui se lançait. Et surtout, ce script-là allait récupérer un autre script PowerShell qui venait récupérer toutes les frappes. Et pour AutoHotkey, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil à la base fait pour faire de l'automatisation. Et dans cet outil-là, vous pouvez lui dire, moi je veux que par exemple, lorsque je reçois un mail de telle personne ou lorsque je fais telle action, je veux que automatiquement tu automatises ça. Et donc eux, ils ont utilisé ça pour détourner parce que c'est un outil que quand vous le lancez en entreprise, c'est pas flagué comme étant malicieux. Encore une autre subtilité qui était assez intéressante sur ceux ou ces acteurs. Après une semaine qu'ils ont vraiment lancé leur AutoHotkey, ils venaient récupérer forcément les frappes, analyser ça. Et il y a un autre outil pour ceux qui sont vraiment qui naviguent énormément en environnement Windows. De manière générale, aujourd'hui, il faut savoir que pour certains EDR, pour pas mal de choses, quand vous tapez certaines commandes, automatiquement vous êtes flagué. Mais il y a certaines commandes de base qui sont vraiment là depuis les débuts de Microsoft qui ne sont pas du tout flaguées. Et il y en a un autre entre autres qui s'appelle MakeKB. Et donc lui va permettre un peu de compresser les fichiers. Et ensuite les exfiltrer au niveau un peu des différents C2. Pareil aussi au niveau du déploiement, vous avez aussi un autre script pour prendre des captures d'écran. Capture d'écran parce qu'on
Je vous rappelle qu'on est en face d'opérateurs, de personnes qui traitent de données financières, donc ça permet un peu de venir bel et bien identifier ce qu'ils font pour mieux ensuite poursuivre. Il faut que je trace. Autre chose, là, à ce moment-là, quand on fait un peu l'investigation, quand on revient, on se dit que soit l'acteur il est très 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 bon, ou alors ce sont en face les banques, les institutions qui sont mauvaises. Je vous laisse un peu vous faire votre propre avis, mais là, si on doit un peu récapituler, l'implant en dev totalement en PowerShell, aucun exécutable, donc là vraiment pas du tout d'exé, donc là vous passez encore moins sous les radars, indétectable quand même pendant des semaines, donc là je vais vous la donner en 1000. La première institution qui s'est faite compromettre, ils ont mis exactement 12 mois, une année pour découvrir qu'ils se sont fait compromettre. Ils ont commencé à avoir des suspicions lorsqu'il y a eu un virement de l'équivalent de 6 milliards de francs CFA, ça doit faire quelques centaines de millions d'euros. Ils se sont dit, bah là c'est pas trop normal. En effet, c'était pas trop normal. Totalement l'opposé. Autre chose aussi dans cette campagne-là qui moi m'a beaucoup marqué quand on a investigué là-dessus, c'est que contrairement vraiment à des TA assez classiques, là c'est vraiment quelque chose qui a été très ciblé. Donc on se dit que peut-être ces acteurs-là, ça faisait peut-être pas du tout des mois, mais vraiment des années qui se disaient qu'ils allaient un peu attaquer des entreprises au niveau de l'Afrique. Et surtout, pas l'utilisation de brokers, de logiciels malveillants, de stealers comme Emotep, ICD, Qbot qui a été démantelé, mais là il y a eu des revivals ou encore Redline, mais ça j'en parlerai demain. Ok, petit point de vue, my 2 cents, désolé pour 50 cents, j'espère que vous l'avez. L'arsenal, il est tellement sophistiqué, tellement personnalisé, comme je disais, soit plusieurs entreprises ont été touchées et certaines n'ont pas communiqué, pire encore, certaines, comme je disais, ne savaient pas qu'elles étaient qu'elles étaient vraiment compromises. Autre chose aussi qui était un peu assez différente, c'est que là, on n'est pas du tout sur du fish at scale. Donc le fish at scale, ça veut dire qu'on va faire vraiment une campagne massive. On s'en fout vraiment de qui on va prendre. Ça veut dire que là, c'était vraiment très bien étudié. Acteur étatique ou pas étatique, ça j'ai pas le droit de le dire et d'ailleurs j'en sais rien. Enfin si je le sais. Et ensuite difficile de savoir aussi est-ce que c'est le même threat actor pour la simple et bonne raison que dans quelques-unes des structures, on a retrouvé parfois des modes opératoires qui étaient différents, qui laissent imaginer qu'ils ont soit partagé le même porte d'entrée ou alors à un moment donné, certains ont fait venir un peu leurs copains. J'espère que vous suivez, que c'est toujours pas trop rapide, 12 minutes. J'avais prévu de faire une démonstration, mais jusqu'à encore hier, j'ai pas eu le droit de le faire parce que pour plusieurs raisons. Mais j'ai trouvé un peu un espèce de workaround. Un workaround un peu si on doit faire comment on découvre un peu des threat actors sur les nuls. Donc on va voir à la fois le côté offensif et défensif, parce que c'est bien beau de parler un peu d'offensif, mais on parle très peu de défensif. Quelques commandes un peu pour découvrir. Donc ça, j'en parlais. Vous aviez quand même beaucoup de scripts PowerShell et eux, dans leur mode opératoire, d'ailleurs ils suivent énormément d'autres APT, d'autres threat actors qui le font. C'est au lieu vraiment de passer directement les commandes, on va dire, ils vont juste repasser par d'autres niveaux avec de la base 64 et en passant ensuite en option là-dessus. Est-ce qu'on voit ou pas ? Mince, je suis désolé, j'aurais dû zoomer un peu. Mais là, par exemple, c'est typiquement un peu l'appel à un script PowerShell avec exact bypass. Vous aviez un peu le chemin ensuite du script PowerShell, donc le PS1 qui était dans un répertoire temporaire. Et ensuite, derrière, tout simplement la dernière base qui était tout simplement de la base 64. Et quand vous décodez cette base 64, là, par exemple, on a un peu tout simplement du WAMI/all. Puis après, vous aviez aussi un peu de lister les informations sur le disque logique. Là, je vais vous la faire très rapidement. Quand on demande un peu de lister les informations sur le disque logique, ça permet déjà, quand vous êtes opérateur qui va extraire de la donnée, de savoir est-ce que le disque, on est sur du 500 Go, du 1 Tera, du 2 Tera, surtout de savoir aussi un peu quelles sont les spécifications pour savoir en combien de temps vous allez devoir exfiltrer la donnée, mais surtout ensuite derrière chiffrer le disque. Donc il y a aussi vraiment tout un, ce qui est intéressant, mais vraiment de la vraie intelligence derrière ces threat actors. Autre chose aussi au niveau un peu des process, tout ce qui va être Windows Defender. De base, aujourd'hui, il y a énormément de bypass. Vous pouvez un peu prendre la version, voir un peu le status dans lequel il est. Vous avez aussi un peu le temps de la machine, enfin, en tout cas la time zone. Ça, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Tout ce qui va être aussi tracert pour voir les différents rebonds à l'intérieur du réseau et quelles sont un peu vos portes de sortie, venir énumérer vos différents comptes locaux, les fichiers. Et toujours très intéressant, toujours en PowerShell, donc sur des opérations un peu classiques qui sont très facilement ou très difficilement flaglables. Autre chose, ce qu'ils ont utilisé, donc là, pour ceux qui ne sont pas familiers, je suis désolé, je vais devoir un peu tracer. Donc là, c'est un peu quand vous faites vraiment beaucoup d'investigations, beaucoup de CTI, on se base aujourd'hui sur la matrice Mitre. Et ça, entre autres, c'est différentes techniques qu'ils ont utilisées, tout ce qui va être LSAS Memory. Il me semble tout à l'heure, juste avant, vous avez entendu parler de ça, du Kerberos hosting, du credential depuis les browsers. Donc arrêtez de stocker vos identifiants dans vos browsers, même s'ils sont hyper secure. Il suffit juste qu'il y ait un stealer pour les voler. Tout ce qui va être aussi OS
dumping, depuis aussi les stores, tout ce qui va être credential manager, tout ce qui va être aussi brute force. Et à chaque fois, bon bah zut, je peux pas pointer, mais à chaque fois vous avez un peu le nom correspondant au niveau de la matrice, donc aussi bien la tactique et les procédures, et savoir un peu comment on le fait. Autre chose, d'autres outils, Mimikatz, donc ça on y réchappe absolument pas, toujours là et encore. Mais là, ce qui était intéressant un peu avec Mimikatz, c'est que au lieu de l'appeler directement, il passait par une VM proxy qu'ils ont popé même dans la machine, et derrière ils appelaient un script PS1, et sur ce script PS1 là on allait un peu taper les comptes qu'on avait envie de compromettre. Autre chose aussi, The Lasagne, pour ceux qui connaissent vraiment, ceux qui font du pentest, vraiment du red team en entreprise, très intéressant, vous le lancez, il vous récupère absolument tout et n'importe quoi comme mot de passe, très intéressant ensuite pour aller beaucoup plus loin. Puis après Elsas, quand vous êtes pentester, red teamer, de manière générale vous avez un truc qui vous intéresse, c'est un peu d'aller récupérer. Et quand les moyens classiques ne sont pas là pour récupérer de l'info, vous pouvez un peu aller taper Elsas. Elsas, vous avez eu pour ceux qui ne savent pas très rapidement, c'est le Graal. Le Graal, c'est un processus, c'est la cible numéro 1 parce que la plupart du temps, ça va contenir différentes informations. Derrière aussi, vous aviez des outils comme du Cobalt Strike, donc du CS ou du Avoc. Avoc, il commence à vraiment avoir une trend assez ouf parce que Cobalt Strike commence à être flagué avec pas mal de DR et d'XDR. Pareil aussi au niveau des gestionnaires des tâches, vous avez aussi des outils comme ProcDump qui va vous permettre de le faire. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez depuis ProcDump, qui est un outil légit de la suite 6 internals, venir dumper ce genre de choses là. Et une fois de plus, très intéressant parce qu'on se voit quand même que ce Strike Actor ou ces Strike Actor en face, ça veut dire que c'est pas du tout les petits du coin, c'est pas du tout les petits du quartier, il y a une vraie réflexion, il y a surtout de la vraie expertise derrière. Comment on les détecte? Bon voilà, je vais vraiment essayer d'aller de speeder sur les 8 minutes qui restent. Sigma Rules ou du Yara Rules, tout un tas de choses qu'on peut écrire. Donc là aussi, toujours en se basant sur la matrice Mitre, on peut commencer à regarder. Donc là, les Sigma Rules et Yara Rules que je donne, c'est spécifiquement ce qu'on a trouvé pendant la campagne. Donc là, tout ce qui était PowerShell. Donc il y a 1001 manières de lancer PowerShell, mais il y a aussi 1001 manières de savoir, lorsque vous êtes un utilisateur qui n'est pas dans le bon groupe, si vous avez accès à PowerShell, ça veut dire que c'est pas du tout legit. Pareil aussi, tout ce qui va être un peu fichier assez malicieux, domain account, toute la manière de découvrir un peu les processus, côté aussi un peu système et surtout les tâches planifiées, les captures d'écran aussi, ça en dit long. Le keylogging, un peu plus compliqué sur le keylogging parce que là, quand on passe par du AHT, on ne trouve absolument rien. Tout ce qui va être aussi archive, file system, le registre. Petite fun fact ou pas du tout, la plupart de ces différents systèmes ont été compromis en environ à 1 heure de temps. 1 heure de temps, ça correspond à 65% en tout cas du parc, 1600 machines pour l'exemple auquel je suis en train de passer. 1 heure pour 1600 machines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, est-ce que pour vous c'est pas beaucoup, c'est long, mais c'est extrêmement rapide, 1 heure pour 1600 machines. Et ça en dit long aussi sur la manière de détecter, la manière aussi de réagir. On verra que certaines parties d'infra, ce qui était aussi intéressant, c'est que ces acteurs-là, ils sont bons, mais quand vous êtes aussi bon en face, vous faites parfois des erreurs. Et donc on retrouvait certaines parties de leurs infrastructures, donc de leurs CE qui étaient ouverts. Et donc là, avec du .com, du .my, est-ce que j'ai laissé volontairement ou pas à voir, où on retrouvait un peu pas mal de leurs scripts que j'ai récupérés. J'espère qu'un jour je pourrai faire une vraie démo, mais aujourd'hui je n'ai pas encore le droit. Autre chose aussi sur App Anyrun. Est-ce que certains connaissent ce service? C'est un service qui est juste magnifique. Si demain, une des seules choses peut-être à retenir de mon talk, allez-y, regardez un peu ce qui s'y passe. Il s'y passe des choses assez ouf. Parfois, vous retrouvez des données de certains gouvernements. Vous retrouvez en fait de vrais virus, de vrais malwares qui sont peut-être en train d'être effectués. Ce qui est intéressant un peu avec App Anyrun, vous les mettez dedans et vous pouvez voir un peu le comportement. Puis après, quand vous avez un peu accès à la version pro, vous avez encore tout un tas d'autres choses. Ok, si je devais faire un retex assez final, j'aurais pu aussi parler un peu de la Cyberkill Chain qui était encore beaucoup plus intéressante que cette petite partie que j'ai donnée un peu à vous voir. Une grosse partie aussi autour de l'évasion d'EDR et d'XDR pour les structures qui en avaient. Ça laisse imaginer que derrière, ils pouvaient aussi se payer certaines licences pro à 600, 800, en tout cas de 600 jusqu'à 80K. Les analyser, voir que tout leur process ça passait, ça permettait un peu de les bypass. Il y a aussi de l'exfiltration. Il y a une chose que j'ai aussi appris et d'ailleurs qui m'a beaucoup surpris, c'est que sur pas mal de leur playbook et en tout cas pas mal à certains moments un peu de leur kill chain et leur manière de faire, ils utilisaient les mêmes techniques que Conti. Et pour information, Conti, il y a eu un gros différent avec Conti. Donc ça surtout lorsque il y a eu vraiment juste le conflit et quelques jours avant. Et en effet, à ce moment-là, il y a eu un peu aussi leur manuel d'utilisation qui a fuité.
Et sur ce manuel d'utilisation, à certains moments donnés, ils utilisaient vraiment les mêmes commandes, en tout cas, la même manière de faire. La détection aussi d'infrastructures via du JARM ou du Hash aussi, en utilisant un peu les outils comme du Shodan, comme du FOFA, comme du Sensis, comme du Binary Edge. On est capable de détecter quand vous commencez, quand vous faites un peu du hunting, quand vous commencez à voir que vous avez, au niveau des services SSL, des fingerprints SSL, vous pouvez commencer à voir est-ce que le threat actor en face n'a pas une infrastructure qui est distribuée. Donc ça permet un peu de venir anticiper. Donc petit tips qui est très intéressant, et donc forcément C2, tout ce qui va être Cobalt Strike, tout ce qui va être Cobalt, à avoir absolument. Autre chose aussi, quand on prend un peu du recul, parce que le but aussi c'est de faire de ce rétexte, c'est de prendre du recul, ce qui est intéressant c'est de se dire quand même que sur plusieurs de ces structures-là, il y en avait déjà certaines où leur compte, il y avait certaines en fait où on avait déjà des, en tout cas après coup hélas, ils étaient déjà présents depuis 7, 8, 9 mois sur le dark web. Ça dit deux choses. La première chose, c'est que ces entreprises-là n'ont aucune idée de ce qu'est le monitoring. Et deuxième chose, pour les premières entreprises qui se sont faites compromettre, qui étaient dans le même secteur, personne, je dis bien personne, n'a partagé ces IOC. J'avais commencé par une citation, je vais en terminer par une autre, qui est celle de Michel Audiard, que j'aime beaucoup, qui dit qu'un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Donc allez-y, faites des choses, partagez, vous avez des choses un peu intéressantes à lire, et surtout plus, si vous avez des projets sur l'Afrique, faites-le, parce qu'il y a tout un tas de choses assez sympathiques à faire. Merci pour votre attention. On a 3 minutes pour des questions-réponses. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop speed, mais voilà. On peut vous applaudir, bravo Clément, pour cette conférence en sprint. Nous allons avoir le service de Clovis qui va pouvoir vous faire naviguer un micro. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. On va vous apporter un micro. Excusez-moi, bonjour. Souriez, vous êtes filmé. Il y a 60 responsables africains de cyber, nationaux, régionaux qui vous regardent en ce moment. Nous avons le plaisir d'en connaître quelques-uns ensemble. 2 conseils à leur donner en matière de Ritex et à qui les faire, s'il vous plaît. Bon, on se vous voit parce qu'on est en public. Le premier conseil, et ça, c'est vraiment l'humilité. L'humilité en disant, tout le monde va se faire attaquer, et c'est pas entre guillemets en soi une fin en soi, c'est pas une honte. Et donc quand vous avez un peu des alertes, quand vous avez des personnes qui vous contactent, écoutez-les, soyez humbles et faites-vous aider. Et la seconde, simplement, aujourd'hui, faites ne serait-ce, ça passe beaucoup mieux en Afrique quand on lit un peu de la recherche d'espions. Et je peux vous dire le nombre actuellement d'entreprises compromises en Afrique où il n'y a pas encore eu d'exfiltration, où il n'y a pas eu encore de chiffrement, mais c'est juste hélas une question de temps. Une autre question peut-être ? Bonjour Clément, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur Logbit 4.0 ? Oh, j'avais prévu de faire une démo Logbit. Logbit, il y a tellement de choses à dire sur Logbit. Si je dois donner 5 points sur Logbit, c'est toujours le premier groupe cyber. Il y a eu le démantèlement avec l'opération Chronos, où tout le monde a vu que c'était une grosse opération. In fine, 5 jours après, il y a eu un peu un revival. Sauf que Logbit, quand même, reposte pas mal d'anciennes victimes, mais aussi de nouvelles victimes, dont certaines en Afrique dont j'ai parlé dernièrement. Ce qui est intéressant avec Logbit, c'est qu'ils ont toujours autant d'affiliés, mais lorsqu'il y a eu l'opération, au total, il y en avait 190, mais sauf que sur ces 190, aujourd'hui, on estime qu'il y a quand même eu peut-être une vraie perte de confiance dans la franchise Logbit, et que pas mal d'affiliates en anglais se sont barrés. D'ailleurs, point très précis dans l'actualité française, l'hôpital de CH d'Armentières dans le Nord qui s'est fait poutrer, ils ont utilisé le même logiciel, en tout cas le même chiffreur que Logbit, et d'ailleurs tout le monde a dit que c'était Logbit, sauf que derrière c'est une franchise qui s'appelle Blackout. Peut-être que c'était vraiment des derniers affiliés. Donc 3e point. 4e point par rapport à Logbit, qu'on le dise ou pas, ils ont toujours aujourd'hui un peu cette aura là, donc à voir un peu est-ce qu'ils vont pouvoir résister par rapport à ça, et de manière générale juste investiguer, juste comprendre comment Logbit fonctionne, comment l'écosystème un peu là par contre des ransom gangs fonctionne, chose qui est totalement différente de ce que je vous ai présenté. Ce que je vous ai présenté, donc là, c'était vraiment focus sur les strat actors, donc rien à voir avec les ransom gangs. Ça peut aussi donner pas mal d'idées. Alors j'avais une question au premier rang, je vais vous donner le micro.
Bonjour Clément, merci pour la présentation. Je voulais savoir pourquoi est-ce qu'en Afrique il y a cette absence de moyens défensifs de technologie parce qu'on a eu le cas comme sur ce que vous venez de nous présenter, mais il y a également eu le cas lors de la CAN avec la billetterie. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse compromettre ces choses-là aussi facilement et qu'il n'y ait pas de détection ou de prise de décision face à ça? Bon, bah là, je vais commencer à me faire encore plus d'ennemis, mais c'est pas très grave. La première, c'est que nos aînés, donc quand je parle des aînés, de nos aînés, ce sont mes parents, ce sont mes grands-parents, ce sont des personnes qui n'y comprennent absolument rien. Et quand vous avez, entre guillemets, des jeunes, qui soient jeunes ou moins jeunes, qui viennent, qui essaient un peu de leur faire, parce que c'est aussi culturel, tais-toi, tu ne connais rien, donc tu la fermes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a aussi un vrai retard technologique, qu'on se le dise ou pas, hein. Ok, je vais encore remettre les pieds dans le plat, mais ça, c'est pas très grave. Une chose, en Afrique, la plupart des gros patrons, ce qu'ils vont préférer de faire, que ce soit des directeurs, que ce soit un peu des entreprises, ils vont préférer faire venir des consultants qui soient européens, qui soient nord-américains, pour la simple et bonne raison, le week-end, quand ils vont partir en famille, avec la belle famille, t'as fait quoi cette semaine? Bah tu sais quoi, j'ai fait venir 3 conseillers, ils étaient soit à New York, soit à Washington, soit à Paris, hôtel, tout ce qu'il faut là-dessus, et donc en fait, ça... Mais je dis pas que ces consultants-là vont mal faire le taf, mais ce qui est sûr, c'est qu'en termes un peu de retour d'expérience, on va dire vraiment de partage de conf et surtout de montée en compétences, on va pas être au même niveau. Donc ça, c'est le deuxième point, et le troisième point, j'en ai plusieurs. Mais le troisième point aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance même des dangers. Quand on parle un peu de cybersécurité, la cybersécurité, c'est à des milieux de pas mal de gens. La première chose aujourd'hui, quand vous êtes un patron, encore plus en Afrique, votre but à vous, c'est comment vous allez faire, quand vous allez vraiment payer le salaire de vos entreprises, comment vous allez juste développer vraiment votre structure et vraiment les considérations cyber et autres. Mais les gens, ils sont à milieu de ça. Et donc, à mon humble avis, il y a un vrai travail. Et là encore, je le dis, hein, en étant très humble, en étant très porté, sans dire, bah non, toi tu connais rien, tu fais de la merde. Non, juste expliquer. En faisant vraiment de la pédagogie, c'est comme ça qu'on va essayer juste d'élever à minima le niveau. Une fois qu'on aura un niveau minima, donc là, on va pouvoir passer à un autre niveau.